je vais vous présenter un petit peu ce cours de génie logiciel qui va être nouveau cette année. Donc on va déjà un petit peu introduire le besoin de génie logiciel et pour ça on va reprendre l'histoire d'une entreprise de développement de logiciels qui répond à un besoin du client. Donc vous avez ici à gauche ce que le client a demandé. Et puis quand on commence à développer un logiciel pour un client, évidemment on rédige un contrat et puis on s'aperçoit que déjà en général le contrat colle pas exactement à ce que le client a demandé. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le client il parle en français, que derrière le fournisseur il cause aussi en français. Le français c'est une langue, donc une langue c'est plein d'imprécisions. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une bonne différence quelquefois entre ce que demande le client et puis ce qui est finalement écrit dans le contrat. Et puis on avance un petit peu, une fois que le contrat a été rédigé, eh bien on a une équipe qui va se charger de faire l'analyse du projet et qui va rédiger des documents d'analyse. Et on s'aperçoit que ces documents d'analyse, eh bien à nouveau, ils vont interpréter ce qui est dans le contrat et souvent, on va avoir à nouveau des différences. Pourquoi? Parce que tout ce qui est non précisé dans le contrat, souvent implicitement, sans même se rendre compte, on donne une sémantique à cela qui n'est pas forcément la sémantique qui manquait dans le contrat. Et donc on a à nouveau une différence après entre ce qui est écrit formellement dans le contrat et ce qu'on va retrouver dans les documents d'analyse. Et puis, une fois qu'elle a été faite, on va avoir des développeurs qui vont faire le programme. Et là, à nouveau, il y a des problèmes d'interprétation qui vont arriver. Et derrière, les développeurs vont faire quelque chose qui va être différent de ce que l'analyse a prévu. Et puis en plus, le problème, c'est que souvent, ça risque de ne pas marcher. Pourquoi? Parce que quand on programme, on fait des bugs. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser que les bugs, c'est jamais quelque chose qui est d'origine informatique. C'est toujours un humain à un moment qui a mal fait quelque chose. Et donc là, les programmeurs ont mal écrit les choses. Alors comme on sait quand même qu'en général, les développeurs font des erreurs, eh bien derrière, on passe par une phase de mise au point, et la phase de mise au point va essayer de corriger les erreurs. Mais on s'aperçoit que souvent, cette correction d'erreurs, finalement, ça peut apparaître plus comme du rafistolage, donc on a quelque chose, mais qui n'est pas idéal, et en plus qui, on le voit, est encore très différent de ce que le client avait demandé. Et le problème, surtout dans tout ça, c'est que ce que réellement voulait le client, c'est même pas ce qu'il a demandé. Donc pourquoi? Parce qu'à nouveau, le client, il est habitué, lui, à parler avec des gens qui connaissent son langage, et donc il va utiliser un vocabulaire qui lui est propre, qui a un sens propre, qui n'est pas le sens qu'on trouve en français. Et donc finalement, ce que demande le client oralement à des experts en informatique, mais qui ne sont pas des experts de son domaine, c'est même pas ce qu'il voulait exactement. C'est très difficile de formaliser un besoin. Et donc, on a à nouveau ces différences. Donc, on s'aperçoit que finalement, développer un logiciel, c'est source d'énormément de problèmes. Et tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut faire des mises au point. Et puis surtout, comme au final, on ne livre pas au client ce qu'il voulait, on risque d'avoir des pénalités. Le client ne va pas être satisfait. Il ira voir quelqu'un d'autre. Donc, c'est extrêmement peu recommandable de procéder comme ça. Et c'est pour ça que, pour éviter tout cela, on a développé ce qu'on appelle le génie logiciel. Donc, le problème auquel on veut répondre, c'est qu'on a à développer des logiciels, que c'est un processus qui est long, qui est difficile, qui est coûteux. Et ce qu'on voudrait, c'est proposer des méthodes et des outils pour rendre ce développement plus rapide et de meilleure qualité. En le rendant plus rapide, on va le rendre moins cher parce que le temps, c'est de l'argent, il faut payer des gens. En plus, ça libérera du temps pour répondre à d'autres appels à projets. Et puis, s'il y a une meilleure qualité, le client sera plus satisfait, on n'aura pas de pénalité. En plus, il aura envie de repasser par nous pour la suite. Et donc, le génie logiciel, ça va être l'ensemble de ces méthodes et outils qui vont permettre d'aboutir à un développement efficace et de meilleure qualité. Alors, je vous mets ici quelques exemples de composants du génie logiciel et pour bien comprendre à quel point c'est un domaine très très large et pourquoi ce cours va être très très dense. Donc d'abord, il y a tout l'aspect qualité de code et pour ça, il y a des méthodes de structuration de code qui ont émergé, qui ont été développées et donc on parlera entre autres des principes solides qui sont des principes sous-jacents et à un certain nombre de concepts de bonne programmation et qui ont donné lieu derrière à ce qu'on va appeler les design patterns ou motifs de conception sur lesquels on reviendra, ce sera une des grosses parties de ce cours-là. On parlera aussi de ce qu'on appelle les code smells. Alors, qu'est-ce que c'est que les code smells?
eh bien, on garde le terme anglais parce que c'est difficilement traduisible en français. En fait, code smell, c'est ce qui pue dans le code, ce qui veut dire qu'a priori, il y a de fortes chances que derrière, on risque d'avoir des problèmes. Voilà, c'est un code qui est mal fait et ça pourrait laisser présager derrière des bugs. Donc ça, c'est tout ce qui a rapport avec la structuration de code. Ensuite, on a des outils qui vont aider au développement. Donc parmi ces outils-là, on va trouver les environnements de développement intégrés, ou IDE. On trouvera aussi des outils de construction de code. Alors, qu'est-ce que c'est que des outils de construction de code? Eh bien, beaucoup d'entre vous ont utilisé, quand ils ont programmé par exemple en C, un fichier Makefile dans lequel on dit ce qu'il faut faire pour générer le projet. Eh bien, un outil de construction de code, c'est un outil qui va un petit peu faire ça, mais qui pourra même faire plus que juste construire le code. Ça pourrait être générer la documentation, exécuter des tests. Et le but, c'est que tout ça se soit fait automatiquement et avec, a priori, on va essayer beaucoup moins de configuration que ce qui se passe quand on utilise eh bien, un Makefile où il faut à chaque nouveau fichier qu'on crée modifier le fichier de configuration. On parlera aussi des outils de gestion de version parce que, eh bien, au fur et à mesure qu'on avance dans notre code, c'est vraiment fondamental de pouvoir revenir en arrière parce que quelquefois on va faire des erreurs et il faut toujours pouvoir revenir sur quelque chose qui marchait. Ça évitera de perdre un état qui était stable. Et ça, ce sera important dans votre vie professionnelle après. Ça l'est aussi pendant vos études parce que, eh bien, quand on vous demande de rendre un projet qui ne tourne pas, c'est un projet qui n'a aucune valeur. Un logiciel, pour que ça marche, pour qu'on estime qu'il y ait une valeur, il faut qu'il tourne. Tant pis s'il fait qu'un 10% de ce qui était demandé, mais il faut au moins qu'il fasse quelque chose. Et donc, ça veut dire que quand vous aurez un projet à faire, eh bien, ce sera une très bonne chose pour vous, petit à petit, à chaque fois que vous avez rajouté quelque chose qui marche, d'enregistrer ça comme une nouvelle version, si bien que si à un moment, au moment de mettre en place une nouvelle fonctionnalité, vous n'y arrivez pas, au moment de rendre votre projet, il sera toujours temps de revenir à la précédente version qui marchait et vous n'aurez pas tout perdu. En plus, les outils de gestion de version, ils ont un autre intérêt, c'est qu'ils permettent le travail collaboratif. Il faut savoir que jusqu'à présent, vous avez travaillé sur des projets qui faisaient peut-être au maximum 5000 lignes et encore à 2 personnes. Donc, on arrive à se débrouiller avec des échanges de fichiers pour travailler à plusieurs. Mais quand on travaille sur un projet dans une entreprise, eh bien, on va être plus sur des projets qui vont faire entre 50 000 et 10 millions de lignes à peu près. Et donc là, ce n'est pas un seul développeur qui peut travailler là-dessus. Ça va être des équipes de 7, 20, 50, 200 développeurs qui vont travailler sur un même projet. Et donc, on ne peut pas travailler n'importe comment à 200 sur un projet. Et puis, eh bien, pour avoir du logiciel de qualité, il faut aussi avoir des langages qui permettent d'écrire du logiciel de qualité. Et pour ça, eh bien, les langages de programmation sont des choses qui évoluent continuellement. Il y a de nouveaux langages qui naissent, mais aussi les langages qui existaient évoluent. Et donc là, vous êtes essentiellement ici formé avec le langage Java. Eh bien, on va voir que le langage Java, il a évolué. Là, on en est à la version 20. Maintenant, il y a une version qui sort tous les 6 mois. Et donc, il faut aussi suivre un petit peu l'évolution des langages, parce que souvent, c'est en rapport avec des problèmes qu'on a pu constater dans le développement de logiciels par le passé. Et puis, il faudra aussi des outils qui permettent d'aider à la mise en œuvre de la qualité. Donc, ça va être par exemple des outils de test, parce qu'un logiciel, pour avoir une certaine garantie dans son bon fonctionnement, il faut pouvoir le tester. Et les tests, ça ne se fait pas n'importe comment. Et puis, il faut que ce soit faisable facilement, automatiquement. Donc, il faut des outils dédiés. Comme on aura aussi des outils qui vont permettre de contrôler un petit peu la qualité du code par rapport à certains critères qui auront pu être définis. Et puis enfin, on va avoir aussi des méthodes d'un petit peu plus haut niveau ou des structurations de code de plus haut niveau qui permettent d'aider à la gestion de projet. Donc ça peut être des rames PERT, ça peut être la méthode Gantt, ça peut être les méthodes agiles, le test-driven development, le behavior driven development, etc. Donc voilà, vous voyez, le génie logiciel, c'est vraiment quelque chose de très vaste. Donc là, on a un cours de 50 heures, donc on ne va pas tout aborder. On essaiera quand même d'aborder un certain nombre de choses essentielles. Et donc la portée du cours va essentiellement concerner d'abord la structuration du code, avec les principes solides et les design patterns dont j'ai parlé, mais aussi on parlera un petit peu d'UML et notamment des diagrammes de classe, parce que pour pouvoir discuter de la structuration du code, il faut avoir une façon simple de communiquer dessus. Et les diagrammes de classe et d'autres diagrammes UML, c'est vraiment une des façons les plus simples qu'on a pour communiquer sur un code, pouvoir l'expliquer. On aura aussi une partie sur les outils d'aide au développement, donc j'ai déjà parlé, donc les IDE, les outils de construction de code, les outils de gestion de version. Et puis, on parlera un petit peu aussi quand même des tests et des méthodes agiles. Alors, je dis un petit peu parce que les tests, ça pourrait en soi occuper un cours de 50 heures sans problème.
Et évidemment, je vous l'ai dit, les langages, c'est quelque chose de clé. Et donc, le langage Java et ses différentes versions, c'est quelque chose dont on va également parler parce que vous connaissez à peu près la base du Java jusqu'à 1.5 et encore même pas tout. Et puis maintenant, je vous dis, on en est à la version 19. Pour l'évaluation du cours, eh bien, chaque TP sera assorti d'un QCM. Et puis, vous aurez un partiel et un examen qui seront tous les deux sur la forme d'un QCM, avec certaines questions qui seront reprises des QCM de chaque TP, des questions nouvelles. Donc voilà essentiellement ce qui servira d'évaluation. Pour le déroulement des TP, eh bien, vous avez pour chaque TP un sujet qui est sur Eureka, le QCM et puis les supports de cours associés à ce TP-là. Alors attention, les TP sont très denses, donc il faut être efficace dès le début. Et aussi, chaque séance commence avec un nouveau TP. Donc, ne vous dites pas, si je n'ai pas terminé un TP, c'est pas grave, je poursuivrai la séance suivante. Non, il faut en faire le maximum pendant le TP. Et s'il n'est pas fini, eh bien, il faudra l'avoir fini par vous-même hors de la séance. Et donc, lors des TP, évidemment, il n'y a pas de rappel de cours. Le cours, vous êtes censé l'avoir lu avant. Mais par contre, s'il y a des choses dans le TP que vous ne comprenez pas, évidemment, posez des questions à l'enseignant de TP. Vous êtes en 3e année, vous êtes censé être autonome. Ce n'est pas à l'enseignant de vérifier que vous avez bien les connaissances, c'est à vous de vous rendre compte qu'à un moment vous bloquez. Restez pas bloqué sur une question pendant un quart d'heure sans rien arriver. Si vous voyez que vous ne trouvez pas, interrogez votre enseignant de TP, il sera ravi de vous répondre. Alors maintenant, quelques remarques générales sur le fonctionnement de ce cours. Donc déjà, la présence est considérée obligatoire en cours comme en TP. On vous demande une participation active, donc notamment en cours. Vous pouvez interrompre, poser des questions. Vous pouvez interagir avec vos enseignants par mail, par Discord. Et puis, donc comme j'ai dit, il faut bien connaître le contenu du cours avant d'arriver en TP. Enfin, on l'a vu, l'informatique, c'est quelque chose qui évolue en continu. Et donc, ça veut dire que ce que je vous présente aujourd'hui, si ça se trouve, une partie déjà, dans 3 mois, ce sera devenu obsolète. Donc, c'est pour ça que vous devez absolument vous tenir au courant de ce qui sort. Et pour ça, il faut dès maintenant, et ce sera valable pour toutes vos scolarités, mais ensuite, après, dans toute votre vie active, que vous assuriez une certaine tâche de veille technologique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, suivre régulièrement tout ce qui peut se faire de nouveau. Alors évidemment, vous ne pouvez pas suivre tous les domaines, mais il faut avoir un petit peu une idée dans chaque domaine de ce qui sort. Alors pour ça, vous avez 2 sites, notamment, que je vous recommande. Le premier, c'est programmer.com, qui est un site français et qui publie des articles d'actualité régulièrement. Et notamment, vous pouvez vous inscrire à une mailing list hebdomadaire qui vous liste un certain nombre de choses qui sont sorties depuis la semaine précédente. Et vous avez un autre site, en anglais cette fois-ci, D-Zone, donc c'est Developer Zone, où là, vous pouvez également avoir plusieurs mailing lists par thème. Donc vous avez une mailing list sur Java, vous avez une mailing list sur les bases de données, par exemple. Et quand vous recevez ces mails d'information, surtout, ne vous pensez pas qu'il faut tout lire et tout comprendre ou que c'est pas grave, on les jette à la poubelle. Vous les parcourez très rapidement, vous regardez un petit peu les titres. Si vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, vous vous renseignez un petit peu sur ce que ça veut dire. Ça vous servira toujours, notamment lors de prochains entretiens d'embauche ou en dialoguant avec des collègues pour savoir un petit peu ce dont ils vous parlent. Ça vous évitera d'avoir l'air un peu bête. Alors après, vous n'êtes pas obligé évidemment d'aller comprendre le fond des choses dans tous les domaines. Vous n'y arriveriez pas. Mais si c'est quelque chose qui vous concerne particulièrement, sur lequel vous travaillez, là oui, vous creusez. Et sinon, en tout cas, ça pourra vous donner un aperçu un petit peu de ce qui se fait dans tous les domaines. Et donc voilà pour ce qui était un petit peu cette introduction au cours de génie logiciel.